Est-ce que vraiment tu sais ce que c'est que la blockchain? Vas-y, je te laisse 10 secondes pour réfléchir à comment est-ce que tu l'expliquerais à ta grand-mère ou à ton petit frère de 10 ans. C'est chaud, hein? Évidemment, si vous découvrez la blockchain avec cette vidéo, vous ne saurez probablement pas répondre. Mais vous serez peut-être rassuré de savoir que la plupart des gens qui ont investi en crypto ou qui portent beaucoup d'intérêt au domaine sont aussi incapables de te l'expliquer en détail. Combien de fois on entend encore des extrémistes parler de Ponzi à propos de la crypto-monnaie alors qu'ils ne savent même pas comment marche la blockchain? Ou des pseudo-spécialistes qui conseillent d'acheter des cryptos qui, selon eux, vont faire 20 000% sans savoir comment se passe vraiment une transaction. Alors aujourd'hui, pour qu'un maximum de gens comprennent enfin comment fonctionne véritablement la crypto-monnaie, je vais tenter de vulgariser le concept de la blockchain et de Bitcoin. Salut à tous, c'est Neko, vidéo super importante aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce qu'était une crypto dans la dernière vidéo, maintenant on va voir comment ça marche. Comment la blockchain permet à cet univers de fonctionner. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs allez voir mon épisode précédent pour mieux comprendre cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. En 2008, dans une période économique très tendue, où le monde comprend que la gouvernance de la monnaie est très dangereuse, un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, dont l'identité est encore aujourd'hui secrète, publie un texte qui détaille tous les points techniques de son invention, le Bitcoin. Parmi toutes les technologies qu'elle apporte, la blockchain va être l'un des points les plus importants et sans aucun doute le plus médiatisé. Donc au-delà de l'usage excessif et souvent approximatif de ce mot devenu un buzzword malgré lui, la blockchain, c'est quoi? Imagine demain, t'as prévu de partir en week-end avec un groupe d'amis. Vous êtes une vingtaine et vous voulez organiser des vacances tous ensemble, en partageant les frais pour pas se ruiner. Sauf que dans le lot, vous avez 2-3 potes qui sont des énormes rats. T'es mal à taille du rat, quoi. À chaque fois que vous faites un truc avec eux, c'est pareil. Comme par hasard, ils ont toujours oublié leur thune, et ils disent qu'ils te rembourseront plus tard, sauf que plus tard il s'est perdu visiblement, parce que quand tu retourneras les voir, soit tu les confonds avec le voisin, soit t'as rêvé, ils t'ont jamais taxé 200 balles de conso en boîte. Wallah, tu mens, frère. Vous voulez pas les virer du groupe, parce qu'ils font un peu de peine, mais ras le cul de leur avancer de l'argent pour tout, sans jamais être remboursés. Parce que c'est sûr qu'ils vont vous refaire le coup. Du coup, t'as une super idée. Tu crées un groupe WhatsApp sur lequel tu mets tous tes amis, et à chaque fois que quelqu'un avance de l'argent à quelqu'un d'autre, ou paye quelque chose, la transaction entre les deux personnes est affichée sur le groupe, et les autres membres du groupe peuvent valider la transaction comme quoi oui, Marie a bien donné 10 balles à Paul pour payer un mètre de shooter. Après qu'elle soit validée, elle est effectuée, et enregistrée sur une copie de la conversation que tout le monde reçoit. Ça fait que demain, quand Marie ira demander à Paul de lui rendre ses 10 euros, il n'y aura pas d'escroquerie possible, puisque tout le monde sur le groupe a une copie de la transaction. Et inversement, Marie ne pourra pas arnaquer Paul en lui réclamant 20 euros au lieu de 10, parce qu'il était bourré et qu'il s'en souvient plus. Bravo, tu viens de réinventer la blockchain. Tu l'aurais fait il y a 15 ans, tu serais milliardaire. Les cons. Dans les faits, c'est un poil plus complexe que ça, mais le principe reste le même. La blockchain est une immense base de données remplie de chaînes de conversation, appelées blocs, qui enregistre toutes les conversations faites par tout le monde depuis son apparition. Chaque personne présente sur le réseau est anonyme et identifiée par un code unique. Les conversations sont pas illimitées en termes de place. Imagine si tu devais scroll toutes les transactions pour en retrouver ne serait-ce qu'une. Ce serait super chiant. Du coup, imaginons qu'une discussion soit limitée à 1000 transactions. Lorsqu'elle est pleine, une suivante apparaît, avec un résumé de l'entièreté de la précédente. Ce résumé est un code qu'on appelle hash, et qui est créé grâce à une formule mathématique super complexe que je détaillerai pas maintenant. Pour l'anecdote, le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto extrait le premier bloc de Bitcoin, que l'on baptise Genesis Block, et qui comprenait un message caché, Chancellor on brink of second bailout for banks. T'as vu l'accent? Ça travaille, hein? Ce système a ses avantages, puisque si tu fais pour chaque conversation un résumé qui comprend aussi le résumé et les échanges du bloc d'avant, si tu modifies ne serait-ce qu'une ligne de conversation, non seulement le hash de la conversation actuelle sera différente de celui que les autres témoins du réseau ont, mais aussi tous les autres résumés après seront différents. Donc pas de triche possible. Après, ça pose un problème. Vu que les échanges se font entre les individus sans passer par un intermédiaire de confiance comme une banque, ce qui est dans l'absolu un avantage et un peu le but de Bitcoin, si jamais tu te fais arnaquer, que quelqu'un réussit à te convaincre de lui envoyer de l'argent et t'escroque, il n'y a aucun moyen de faire machine arrière. Quand les médias parlent de hack dans le monde de la crypto, c'est quasiment tout le temps une erreur humaine de quelqu'un qui s'est fait niquer en envoyant volontairement de l'argent à un escroc. À la boulette. Et une fois que c'est fait, c'est irrécupérable, parce qu'on ne peut rien modifier sur la blockchain. Ah oui, j'ai fait la boulette. Donc cette base de données est décentralisée. Elle n'est pas gérée par une entreprise ou par un état, mais par toutes les personnes qui y accèdent. D'ailleurs, tout le monde a accès à l'intégralité de la blockchain Bitcoin. Tu peux aller la télécharger sur le site Bitcoin Core par exemple. Ça prend pas tant de place que ça, donc il n'y a pas vraiment de problème de stockage.
Je vous ai expliqué dans le fonctionnement de cette techno que c'est grâce à des gens qui valident les transactions, sur l'exemple des conversations, que le système fonctionne. Mais pourquoi des personnes iraient se taper ces validations de transactions? Genre ils ont rien d'autre à faire? Pour inciter des individus à faire de la modération finalement, en validant les transactions des autres, la blockchain du Bitcoin utilise un principe que j'avais déjà évoqué et qui s'appelle le Proof of Work, preuve de travail en anglais. Lorsque quelqu'un va avoir envie de participer à la validation du réseau, il va utiliser un algorithme facilement disponible et va laisser son ordinateur valider tout seul les échanges. En parallèle de ces validations, il va recevoir une commission sur ces transactions, et en plus, l'algo va essayer de résoudre un problème mathématique qui est le même pour tous les PC connectés au réseau. Et le premier qui résout ce problème remporte une récompense en Bitcoin, avant qu'un nouveau problème soit généré. C'est comme ça que de nouveaux Bitcoins apparaissent, et c'est ça qu'on appelle le minage de Bitcoin. Alors, la limite du nombre de Bitcoins générables est de 21 millions. Donc pour retarder la fin du minage et réguler la monnaie, plus il en apparaît, plus la récompense à chaque fois qu'une solution est trouvée baisse. Ce nombre devrait être atteint en 2140. Donc d'ici là, on trouvera probablement un moyen de le faire perdurer. Cette façon de faire marcher la blockchain a quand même de gros problèmes. Déjà, premier point qui porte le joli prénom de scalabilité. Ok, là, Doliprane. La scalabilité, c'est, pour essayer de simplifier au max, dans le cas du Bitcoin, le fait pour le réseau de gérer le rapport entre la proportion de gens qui minent et ceux qui font des transactions. S'il n'y a pas assez de personnes pour valider les échanges sur un réseau, il va y avoir trop de demandes de transactions qui vont du coup coûter plus cher et vont prendre plus de temps. Inversement, si trop peu de monde est intéressé par la technologie ou que trop de mineurs sont présents, certaines machines peuvent ne servir à rien parce qu'elles n'ont pas assez de travail. Et un autre truc qui d'ailleurs fait le lien avec les PC qui tournent dans le vent, c'est que d'un point de vue énergétique, le Proof of Work est à chier. C'est de la merde. Désolé Greta, hein. Mais puisque pour miner il faut se servir d'ordinateur le plus puissant possible pour qu'il rapporte le plus d'argent, et qui tourne quasiment en continu, ça consomme de l'électricité de ouf. Et avec les fermes de minage qui ouvrent un peu partout sur la planète, ça ne peut qu'empirer. Encore une fois, j'en parle dans la vidéo sur la base de la crypto, mais même si c'est pas l'idéal et qu'on continue à s'en servir parce que ça a été inventé comme ça, par rapport à plein d'autres trucs carrément plus inutiles et qui sont beaucoup plus mortels pour l'environnement, c'est pas du tout la techno qui saccage le plus notre planète. D'ailleurs, si tout le système banquier actuel s'arrête demain et qu'on se sert tous du Bitcoin, ce serait infiniment plus écologique. Donc il faut faire en sorte que le réseau puisse se maintenir, peu importe le nombre de personnes qui l'utilisent. Avant de conclure, je tiens à préciser quelque chose. J'ai expliqué ce qu'était la blockchain et j'ai précisé comment marche la blockchain Bitcoin. Mais depuis la création de Bitcoin, beaucoup d'autres crypto-monnaies ont monté leur propre blockchain justement pour pallier aux problèmes que peut rencontrer celle de Bitcoin. Ethereum en est le parfait exemple. Il se veut plus sécurisé avec moins de problèmes de scalabilité, l'ajout de smart contracts qui est une nouvelle technologie, et un autre fonctionnement qui est vraiment moins énergivore, le Proof of Stake, que j'expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Je dis pas que c'est opérationnel, je dis juste que sur le papier, effectivement, ça apporte des solutions. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'était vraiment très cool à vulgariser. Il me reste encore plein de blockchains avec des spécificités super intéressantes à expliquer, et j'ai hâte de vous les présenter. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu, à la partager et à mettre un commentaire. C'était Neko, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!